question point de départ, au fond, qui donne son enjeu philosophique au livre de Cavell, c'est une question formidable, finalement. Pourquoi passer sa vie à deux plutôt que tout seul? D'une certaine manière, c'est ça la question. Et c'est dans le cinéma que Cavell a été chercher une réponse à ça, dont on peut voir combien elle suppose, au fond, cette question des enjeux non seulement philosophiques, voire métaphysiques, et en tous les cas, finalement, politiques, au regard de ce que sont les États-Unis. Alors, l'idée générale de Cavell, elle est maintenant, je crois, assez bien connue, c'est d'avoir repéré dans les films hollywoodiens du début des années 30 à la fin des années 40, à peu près, 34-47, si mon souvenir est bon, d'avoir repéré un schéma dans des récits où on a affaire au début du film à des couples qui se séparent et à la fin du film des couples qui se rabibochent, qui se réconcilient. C'est un modèle à la fois tout à fait classique du cinéma américain, mais c'est aussi une recette, enfin un modèle qui est repérable dans l'histoire du cinéma bien plus tard. J'étais frappé en effet de me souvenir qu'il y a un certain nombre de films, par exemple un des films que j'adore qui est Abyss, le film de James Cameron. C'est un film, on pourrait dire, comédie du remariage, si c'était une comédie, ce que ça n'est pas. Où quand Harry rencontre Sally, là c'est en effet une comédie, ou Le jour d'après. Alors, j'aime beaucoup une référence comme celle-là, Le jour d'après, qui est un film que j'adore, un film catastrophe, avec, je sais pas quoi, des neiges terribles, des froids impossibles, etc. J'aime beaucoup ça parce que ça suppose que les films, ce genre de film catastrophe, c'est pas vrai pour tous, suppose qu'il y a une catastrophe qui met en question, qui met le couple en crise, et au fond, il faut que le monde soit sur le point de chavirer, voire de disparaître véritablement. Il faut qu'il y ait une menace sur le monde pour régler la question d'un couple, finalement. Moi, j'adore ça. Le monde est en train de disparaître, il y a des morts absolument partout, et c'est ce que le film résout, ce que cette catastrophe permet de résoudre, c'est la crise que traverse un couple. Pourquoi le cinéma ? C'est aussi parce que, et pourquoi ça a à faire avec le couple ? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est lié au cinéma, en effet, et qui est le fait que le cinéma, en des années 30, est devenu un cinéma parlant. Or, une question absolument centrale de toute cette histoire, c'est le fait qu'il y a un lien de parole entre l'homme et la femme. Et que la comédie du remariage dont il parle ne pourrait pas s'entendre du temps du cinéma muet. Ça n'a absolument aucun sens. Il faut qu'il y ait quelque chose comme une conversation qui est dans son fond une acceptation de la position langagière des sujets. Il faut à la fois, et la conversation dans les deux modes qu'elle peut supposer, qui est à la fois le mode de l'entente, de la reconnaissance de l'autre, et le mode de la dispute, qui est le mode d'affrontement entre l'un et l'autre. Et le cinéma est évidemment un lieu privilégié de ce type d'exposition, et ça permet de surmonter, au fond, l'état de scepticisme, au fond, et de séparation et que peuvent traverser au fond, les couples, et de se retrouver. Et l'instrument de ces retrouvailles, c'est justement la conversation et qui se manifeste éventuellement dans un état d'allégresse dans le cinéma parlant, pour le coup. Ce à quoi j'étais très sensible dans ce dont parle Cavell, c'est l'idée de la jouir. Il ne parle pas de ça, mais nous sommes autorisés, si je puis dire, à parler
d'une jouissance de la conversation, c'est-à-dire le couple ordonné autour de cette jouissance de la conversation, avec parmi les exemples qu'il cite un certain nombre qui, moi, m'ont toujours paru supérieurs, véritablement, depuis que je les ai rencontrés au cinéma, ce qui commence à faire un petit moment, comme le Philadelphia Story, par exemple. Philadelphia Story, c'est évidemment pour moi un des modèles. C'est un modèle pour Cavell. Pour moi, c'est un modèle absolu, et justement, où la conversation est absolument au centre. Il y a un pas qu'on peut faire de plus à cet égard, qui est, ce qui est important dans la redéfinition du couple, c'est la possibilité de cet échange-là, cette conversation, elle se fait sur le fond d'une possibilité de séparation, du divorce. Ça s'appelle dans les affaires de couple, ça s'appelle comme ça. Comme si une disposition au mariage entraînait une certaine disposition à la dispute, à se séparer. Et la dispute est évidemment tout à fait essentielle au genre du remariage et à la représentation du couple, comme un concept, au fond, qui est interne à cette idée de la conversation, mais qui, du coup, ouvre à une autre dimension qu'on n'avait pas, que Cavell fait apparaître, en effet, qui est la possibilité qu'un homme et une femme, qu'un couple puisse passer du temps ensemble, d'échanger, etc. Ce qu'ils font là, c'est quelque chose qui a une résonance politique très grande aux États-Unis. Il y a quelque chose de similaire entre le mauvais mariage à ce qui se passe entre un État dans lequel les citoyens seraient malheureux. Pour les Américains, c'est quelque chose. C'est au fond un État dans lequel il n'y aurait pas de conversation. Et donc le couple est un modèle, le rapport de couple entre hommes et femmes, c'est un modèle qui s'entend justement sur le mode de la relation d'État, sur le mode politique. Il ne s'agit pas de faire du mariage une institution de pouvoir, où l'un, enfin simplement de cette vision qu'on peut avoir, en effet, où l'un serait souverain et l'autre sujet, mais de concevoir le mariage en termes de contrat social, au fond d'association. Et l'idée, nous préférons passer notre vie ensemble plutôt que tout seul. Et ça, c'est en effet une question tout à fait présente dans la conception, dans le mode même politique américain. Et dans le contexte américain, cette question prend une forme spécifique, c'est qu'il y a une association entre le citoyen et l'État qui doivent, l'un et l'autre, s'exprimer mutuellement. Ce qui apparaît tout à fait dans le film, dans Adam's Rib, absolument. Ça apparaît tout à fait, mais dans plein de ces films. Et au fond, la conversation du mariage se constitue comme une affaire à la fois privée et publique, de ce point de vue-là. Et donc, ça fait de l'intérêt que Cavell porte à cette question des films, des histoires de remariage dont on pourrait penser que ce sont en effet des contes tout à fait privés, qui racontent des choses sur ce sur quoi le cinéma s'est beaucoup penché, qui étaient les relations entre un homme et une femme, tout ça. D'un seul coup, ça prend cette dimension de mettre en question le rapport qu'entretiennent les citoyens avec l'État américain. Et ça, évidemment, c'est une chose qui laisse, qui rend, en effet, qui restitue une dimension tout à fait essentielle, donc un travail de philosophie. Alors, de ce point de vue-là, d'ailleurs, il n'est pas du tout indifférent, ça m'a fait, je crois qu'il le note lui-même, ça rend tout à fait sensible le fait qu'il y a un film qui s'appelle Philadelphia Story. Et parce qu'on pourrait appeler ça autrement que Philadelphia Story. En français, ça ne s'appelle pas Philadelphia Story, c'est un titre à la con, si mon souvenir est bon, je ne sais plus comment c'est. Parce que Philadelphie est une ville fondamentale dans l'histoire politique américaine. C'est un des lieux fondateurs de la République
américaine. Et ça permet donc... Philadelphia Story, si on le dit simplement comme ça pourrait s'entendre comme une histoire politique en tant que telle, alors que le film raconte, comme on le sait, l'histoire de Tracy et Dexter qui vont se remarier après avoir été séparés, etc. Tandis qu'elle est supposée se remarier, elle, avec un autre type absolument épouvantable. Hein. La référence au nom de Philadelphie dans le film de Cukor vient justifier d'une certaine manière, à son mieux, le titre que Cavell a donné à son livre, c'est-à-dire à la recherche du bonheur, en faisant valoir que la recherche du bonheur, c'est pas à prendre comme une phrase plate, rechercher à être content, quoi. C'est une référence faite à la déclaration d'indépendance. C'est inscrit dans la déclaration d'indépendance américaine. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire constitutionnelle américaine, mais Thomas Jefferson m'a écrit, je crois que j'ai noté la phrase quelque part, voilà, oui, je l'ai. Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes. C'est, je crois, le deuxième paragraphe de la Déclaration d'indépendance qui date de 1776. Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. C'est tout de même incroyable, tout de même une phrase comme ça, et qui vient évidemment, qui est une chose totalement inspirée à Jefferson par les Lumières françaises. Ça vient d'Europe et ça vient de France. Et le fait que Pursuit of Happiness, donc la recherche du bonheur, c'est quelque chose qui vient finalement chez Jefferson à la place du droit à la propriété qui aurait dû venir dans son inspiration, une part de l'inspiration qui lui a été donnée par John Locke. Bon. Et donc il a remplacé le droit à la propriété par la recherche du bonheur. C'est tout de même inscrite dans la déclaration d'indépendance américaine. Donc on a quelque chose qui met le mariage, qui relève d'une existence personnelle, d'une existence privée, au niveau d'une valeur politique, d'une importance nationale. Là, on voit comment un homme comme Cavell peut très légitimement mettre les œuvres de cinéma dont il parle, donc sur la comédie du remariage, au niveau d'une œuvre philosophique, et comment le cinéma, et c'est une chose qui m'importe beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples de ce genre, comment le cinéma peut devenir un élément de la réflexion philosophique. Je veux dire, je me recommande d'une certaine manière de ça, parce que avec toute la modestie que je dois y mettre, c'est évidemment un peu dans la même idée, en mesurant l'importance des choses, en gardant chaque chose à sa place, mais c'est évidemment à ce niveau-là que j'aimerais bien pouvoir parler des séries dans le livre que j'ai commis récemment. C'est pour moi extrêmement intéressant de parler de Cavell et du mariage, de la question, et de la valeur qu'il lui donne, et de l'importance que ça peut avoir politique dans la conception même que les Américains se font de la relation entre les citoyens et l'État, parce qu'il y a quelque chose qui me semble, moi, tout à fait en jeu dans ce qui m'a importé quant aux séries, quant à la place des femmes, en particulier dans les séries, c'est justement qu'on n'en est plus à une phase du mariage. Ni mariage, ni remariage. Il y a une série dans laquelle la question du mariage est posée, et sous une forme qui me paraît, qui est évidemment tout à fait fascinante, qui est dans cette série qui s'appelle, cette série de séries qui s'appelle The Killing, puisque à l'origine elle est suédoise, danoise, au début, et donc une version a été refaite aux États-Unis, et d'ailleurs ils ont repris le scénario un peu transformé de façon formidable. Enfin, la série américaine est aussi intéressante que la série originale. Un point de départ tout à fait essentiel qui est
je ne sais plus où ça se passe au Danemark, mais peu importe. Une femme est amoureuse d'un homme, ils ont convenu, c'est dès le premier épisode, une femme est amoureuse d'un homme, un homme est amoureux d'une femme, ils ont convenu de se marier, le mariage est décidé. L'homme doit être nommé quelque part. Je ne sais pas très bien ce qu'il fabrique comme professionnellement, mais dans la série américaine, il part en Californie. Elle est au nord, dans l'État de Washington, dans mon souvenir. Et elle est supposée le rejoindre le lendemain le lendemain de son départ. Et ils sont des mamours, tout est bien. Elle a une place tout à fait essentielle chez les flics. C'est une commissaire, je ne sais pas comment elle est. Bon, elle joue un rôle tout à fait important. Elle abandonne tout, elle va rejoindre son homme. Sauf que c'est jour après jour, elle téléphone au type, elle dit non, je ne peux pas, je suis prise il y a une enquête, je ne peux pas m'arrêter, etc. Et finalement, on a une série il y a quoi, deux ou trois saisons. 3 saisons, au cours desquelles elle ne rejoindra jamais l'homme avec qui elle doit se marier. Donc il n'y a pas de mariage. Et a fortiori, donc pas de... Pardon ? Ah, il y a une conversation ininterrompue, quasiment, puisque lui attend, il attend cette femme, il est amoureux de cette femme, et elle n'a aucun motif de se séparer de lui. Elle l'aime, elle est tout à fait amoureuse, mais elle est prise ailleurs, où il y a quelque chose qui la tient ailleurs, et qui est l'enquête qu'elle doit mener, qui est une enquête tout à fait intéressante, mais il faudrait parler plus précisément de la chose, même si à la fin, dernière saison, il y a une histoire avec un homme qui est aussi un flic, etc., qui est une histoire tout à fait intéressante, mais qui n'est pas de l'ordre, qui ne suppose pas une femme abandonnée. Alors, au travers de ça, on a affaire à une femme, en effet, j'ai à un moment trouvé ce terme de déglingueuse pour les qualifier par rapport à ces femmes screwball dans le monde moderne, qu'ils a appelées déglingueuses, mais dont une des caractéristiques, évidemment, que les déglingueuses sont extraordinairement déglinguées, et celle-ci, qui a un rôle tout à fait essentiel chez les flics, je ne sais plus dans quelle ville c'est de l'État de Washington. Bref, elle est aussi déglinguée que possible. Au point que non seulement donc elle doit se marier, mais elle est déjà mère, elle a déjà un enfant. Elle a eu un enfant. On ne parle pas, je crois, de comment. Enfin, oui, il doit y en être question à un moment, mais c'est pas très important. Elle a un enfant, et donc c'est le prototype de la mauvaise mère. C'est pas une horrible harpie, mais elle ne s'occupe pas de son enfant, de son fils. Lui, on lui dit « tu vas partir », il n'a pas envie, il ne veut pas quitter ses copains, et donc elle reste, mais elle ne reste pas pour lui, elle reste parce qu'elle est prise par son histoire d'enquête, et finalement, elle traite mal son fils, son pauvre garçon, il est en brinque-ballé, on le confie à une amie tout le temps, enfin, c'est vraiment une pauvre chose, laisser tomber. Donc c'est pas une bonne mère, c'est évidemment pas une bonne épouse, puisqu'elle ne se marie pas avec l'homme dont elle est amoureuse, véritablement, et qui incarne quelque chose comme, en effet, cette déglingueuse, déglinguée.